Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous consacré à 100% au secteur spatial. Aujourd'hui, vous allez découvrir une toute nouvelle séquence avec Numa Isnar, avocat à la Cour, qui va venir apporter un regard juridique sur les dernières actualités du secteur. Et puis, dans votre Space Talk, un peu de prospective. On va parler ensemble des projets de data center en orbite. Et puis en conclusion, espace durable, votre séquence dans laquelle on découvrira une nouvelle solution dédiée à la Terre et rendue possible grâce à l'espace. Voilà pour le programme, on démarre tout de suite sur Bismart. Numa Isnar, avocat à la Cour et fondateur de Space Avocat, est en plateau avec nous. Bonjour Numa. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Space, bienvenue pour cette première séquence. Alors l'idée ensemble, c'est de faire le tour de l'actualité de ces dernières semaines et on fera ça plusieurs fois dans l'année pour avoir un peu votre regard avisé d'avocat sur ce qui se passe dans le secteur spatial. Et là, la première grosse nouvelle, évidemment, c'est SpaceX qui veut entrer en bourse. Effectivement, c'est une très grosse nouvelle parce qu'il y a quelques années, Elon Musk avait tout simplement balayé cette option sur X. Il avait fait à l'époque Twitter. Il avait considéré que ce n'était pas forcément opportun. Et puis, récemment, très récemment, il a considéré que les conditions ont changé. Et donc, il a décidé, en tout cas, de lancer potentiellement cette IPO. Alors, pour vous donner quelques idées, l'idée, c'est pas de, bien sûr, vous donner sous les chiffres. Ça viendrait battre le record d'Aramco. Donc, on serait sur une levée de fonds de quasiment plus de 25 milliards de dollars. C'est énorme. Pour une valorisation de plus de 1500 milliards de dollars. Donc, c'est quelque chose qui est absolument stratosphérique. Ça tombe bien, on fait du spatial. Alors, bien sûr, l'idée, c'est pas de faire un cours de droit. Qu'est-ce que c'est qu'une IPO? Une IPO, c'est une opération qui est immensément exigeante et complexe. Pourquoi? Parce que simplement, une fraction, à tout le moins, de votre entreprise est mise à disposition d'un marché. Et pour être mise à disposition d'un marché, il faut que vous ayez la confiance. Et pour ça, il y a tout un système de disclosure, de divulgation d'informations qui doit être fait de manière périodique, avec un reporting. Donc, c'est quelque chose qui est très exigeant, qui demande une grosse habitude. Et donc ça, c'est vrai que SpaceX, qui a plutôt tendance à fonctionner en vase clos, va passer à une nouvelle étape de son histoire, là où il était plutôt sur un système assez fermé. Alors, dernière fois qu'on a parlé sur ce plateau bourse et puis dans le secteur spatial, c'était pour suivre les fluctuations du marché après les premières signatures, la première signature qui concerne le projet Bromo. On en a parlé le mois dernier dans cette émission, c'est l'alliance des activités spatiales de Thales, Leonardo et Airbus. Ah oui, Bromo, alors ça, c'est un peu l'inverse, parce que c'est des acteurs qui connaissent bien la bourse. Alors bien sûr, petit disclaimer, entre guillemets, du point de vue de l'avocat, on est toujours très prudent. Il y a une opération qui est en cours, donc il vaut mieux s'en tenir au communiqué de presse des intéressés. Une fusion, quelle que soit sa taille, c'est toujours un moment crucial pour des entreprises. C'est un peu la manifestation d'une volonté industrielle et finalement d'un plan de déploiement et de développement industriel. On imagine bien notamment ce qu'on vient de dire par rapport à SpaceX, que le projet Bromo fait un peu écho à ce renforcement très significatif de ce qu'on voit notamment aux États-Unis, mais aussi en Chine. Alors, qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle au niveau purement juridique? On sait qu'il y a un MOU, Memorandum of Understanding, qui a été signé. Alors, c'est un peu ces espèces de documents plus ou moins contraignants dans lequel finalement on vient dresser un chemin et puis on continue les négociations jusqu'à arriver à un projet. Tout ça pour dire que ça va prendre du temps, ça demande beaucoup de négociations, beaucoup d'ajustements. On dit également que la Commission européenne va forcément devoir donner un aval. Il y a tous des enjeux de concurrence parce qu'on vient naturellement diminuer en tout cas le nombre d'acteurs. Et donc, c'est tous ces enjeux qui vont finalement présider au destin de ces trois entreprises pendant les années à venir. Là, on parle vraiment en années en termes d'accomplissement de ce Bromo. Il y a évidemment beaucoup de discussions sur la forme que ça va prendre parce que ça va définir aussi l'avenir des salariés. Pour l'instant, alors si on s'en réfère au communiqué des syndicats et à la communication interne aussi à laquelle j'ai pu avoir accès. On parlait d'une joint venture. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Alors, une joint venture, c'est finalement un modèle d'entreprise fondé par plusieurs autres entreprises. C'est ce qu'on appelle en France tout simplement la co-entreprise. C'est-à-dire que vous avez plusieurs entreprises qui ont un projet précis. On a beaucoup vu ça notamment dans les télécoms, qui demandent beaucoup d'investissement. Alors, plutôt que de faire une fusion-absorption dans laquelle finalement il y a certains acteurs qui disparaissent ou qui sont rachetés par d'autres, la fameuse fusion-acquisition, eh bien simplement, on va se mettre autour d'une table, chacun va apporter des actifs à une nouvelle société, une nouvelle entité qui va non pas remplacer les autres, mais simplement émerger de l'effort collectif de ces trois autres entités.
Donc on en saura plus a priori une fois que ce sera peut-être passé par la Commission européenne. Autre sujet, la société Dark. Alors cette société, elle a cessé son activité, on va voir les détails ensemble, et pourtant la rumeur court que l'Allemagne tenterait de s'approprier son savoir-faire technologique. Alors je rappelle quand même que le projet de cette société Dark, c'était un lancement de fusée aéroportée, un petit peu comme ce qu'on avait pu voir avec la société Virgin Orbit, qui elle a fait faillite d'ailleurs, après plusieurs démonstrations qui n'ont pas vraiment abouti. Là, il ne s'agit pas vraiment d'une faillite, en l'occurrence, pour la société Dark. Alors oui, c'est vrai que le modus operandi a pu surprendre, notamment qu'il est arrivé sur le réseau social LinkedIn, où on est plutôt habitué à mettre des bonnes nouvelles. Là, il y a un choix de communication, un choix de stratégie finalement qui a été fait le 8 octobre dernier, qui est assez fort, effectivement, surtout dans un secteur où on sait qu'il y a des grands risques, on sait qu'il y a aussi toute une vague de nouvelles entreprises qui ont été créées du fait du New Space, et bien évidemment, dans ce grand marché, il y a forcément des gagnants, il y a forcément des perdants, il y a des restructurations qui peuvent se faire. On le voit d'ailleurs, à ce qu'on a dit tout à l'heure, même au plus haut niveau, il y a des restructurations qui peuvent se faire. Et donc c'est vrai que ce message a jeté un peu une espèce de seau d'eau froide sur le secteur. Mais ce qui est intéressant de voir, et vous l'avez très bien dit, il n'y a pas une faillite. Moi, en bon avocat, je suis allé voir le registre du commerce, je suis allé voir Infogreffe, et l'entreprise est toujours active. Simplement, elle a fait le choix de cesser ses activités. Donc là, on est plutôt sur un acte de gestion, on est sur un acte aussi de communication dans lequel, finalement, on vous a dit qu'on ne laissait pas de dette et qu'on gardait en tout cas la propriété intellectuelle, à tout le moins si on en croit le communiqué de presse, en France. Donc, a priori, pas de raison de s'inquiéter spécifiquement sur ce droit intellectuel, cette propriété intellectuelle. Le savoir-faire français, entre guillemets, ne s'échappera pas en Allemagne. Concrètement, c'est quoi la propriété intellectuelle dans ce cas-là? La propriété intellectuelle, vous faites bien de le dire, parce que c'est un peu un sujet crucial, et d'autant plus crucial dans notre pays et en Europe, où il faudrait peut-être un peu tirer la sonnette d'alarme. On est en retard. Parce qu'il y a une compétition, bien sûr, internationale sur la connaissance. On est dans une économie de la connaissance. C'est un peu une porte ouverte de dire ça, mais c'est important de le rappeler. Et le spatial, plus que d'autres secteurs, est absolument se nourrit finalement de tout ce savoir-faire, de toute cette propriété intellectuelle. Alors, une propriété intellectuelle, c'est quoi? C'est tout simplement un titre de propriété. C'est un droit que vous pouvez actionner, que vous avez dans votre actif, dans votre patrimoine. Ça peut être une marque, Smart Space, par exemple, ça peut être une marque commerciale, mais ça peut être un brevet typiquement qui peut être déposé par une société comme Dark ou par d'autres, qui est finalement une solution technique à un problème technique. C'est vraiment une innovation que vous déclarez, entre guillemets, au monde, et dont une juridiction ou plusieurs juridictions reconnaît que c'est votre propriété. Donc vous avez la possibilité de la monnayer, d'abord bien sûr de la protéger, et puis vous avez aussi la possibilité d'interdire à vos concurrents de l'utiliser. Donc c'est vraiment une arme à double tranchant, à la fois défensive, à la fois offensive. Ça permet aussi de lever des fonds, et pas pour vous assommer bien sûr sous des chiffres, mais pour rappeler la situation qui est un peu d'urgence, notamment par rapport au secteur spatial français. Rien qu'en 2024, la Chine déposait en un an plus d'1 million de brevets, les États-Unis 600 000 et la France, tenez-vous bien, moins de 10 000. C'est peu, ça paraît très peu. Et je crois que par rapport à l'Allemagne, c'est aussi... Et l'Allemagne, c'est plus du double. Ouais. Donc la France est un grand laboratoire d'innovation. Pourtant, on a le savoir-faire, on a les connaissances, on a les chercheurs qui sont brillants en France. On a un centre scientifique, ne serait-ce que dans le spatial, avec par exemple Toulouse, Bordeaux, Paris aussi. Donc il faut effectivement oser aller un petit peu plus loin et peut-être incorporer dans sa stratégie d'entreprise cette valorisation de la propriété intellectuelle et voir que c'est plus qu'un poids, c'est un véritable avantage compétitif. Et une protection pour la souveraineté française. Dernier sujet de cette revue d'actualité juridique dans le spatial, les ministériels, bien sûr, on en a parlé. Elles ont eu lieu il y a quelques semaines. Elles réunissaient le ministre en charge du spatial de chaque pays membre de l'Agence spatiale européenne pour voter le budget commun et puis lancer aussi un certain nombre de projets, notamment le fameux EU Space Act. De quoi il s'agit? Alors, le EU Space Act, c'est intéressant parce qu'en fait, on est sur deux plans différents. L'ESA, ce n'est pas l'Agence spatiale de l'Union européenne, c'est l'ESPA. Et en fait, si vous voulez, la coïncidence est intéressante, en parallèle de cette sémine, cette conférence ministérielle, il y a des débats à l'heure actuelle sur cette fameuse EU Space Act qui serait là le cadre vraiment de l'Union européenne relatif aux activités spatiales. Alors bien sûr, l'idée, ce n'est pas de vous faire un cours de droit spatial, mais traditionnellement, le droit spatial, c'est le chasse-gardée des États parce que c'est lié à cette notion bien connue de souveraineté. Puis les États ont décidé
de faire des traités entre eux pour réglementer l'accès et puis les activités que l'on peut faire dans l'espace. Et forcément, puisqu'il y a des acteurs privés, ont décidé, chacun un peu dans leur juridiction, de mettre en place des lois nationales, notamment la France, la fameuse LOS, la loi sur les opérations spatiales. Il y a une loi aussi équivalente aux États-Unis. Et puis, il y a d'autres pays européens plus surprenants qui n'en ont pas. Par exemple, l'Allemagne. Et donc, l'objectif l'Allemagne n'a pas de législation. L'Allemagne a une législation, mais qui est éparse, et qui est très technique, mais n'a pas véritablement de loi comme on a formalisé, par exemple, en France, comme l'Italie est en train aussi de mettre en place, comme plus récemment aussi, je crois, l'Espagne a mis en place. Là, vraiment, c'est une autre stratégie, finalement, aussi une autre politique qui a été décidée. Et l'idée de cette EU Space Act, c'est finalement de venir harmoniser cela. C'est un peu ce qu'on a vu dans les télécoms, notamment il y a quelques années, avec ces fameux paquets télécoms, mais d'une manière un petit peu plus directe, puisque là, on n'est pas sous la forme de directive, on est sous une forme de règlement, donc qui va s'imposer directement si c'est bien sûr voté. Alors, 3 piliers. 3 piliers, exactement. Safety, resilience, sustainability, un peu des grands mots. La sécurité des opérations spatiales, naturellement. Qui dit spatial dit risque, dit donc nécessaire sécurité. La résilience, là, c'est un peu tout ce qui est sujet de cybersécurité. On s'est rendu compte quand même assez récemment, il y a même des champions français qui avaient démontré qu'un satellite, ça peut se hacker. On a d'ailleurs des champions européens de la cybersécurité spatiale. Donc ça, c'est vraiment un deuxième pilier très important. Et puis, la sustainability, c'est un peu le savoir-faire de l'Europe là-dessus. On sait que les orbites sont des ressources rares parce qu'il n'y a pas une place illimitée là-haut, même s'il y a beaucoup d'espace. Et donc, l'idée derrière, c'est de pouvoir, notamment par ce qu'on appelle le SSA, peut réglementer l'accès pour que tout le monde puisse avoir ses satellites en toute sécurité. Donc là, on va parler d'encadrer, d'accompagner les activités spatiales plutôt que de les réglementer de manière permissive. En fait, l'idée, c'est pas forcément d'aller donner son accord ou pas ou de sanctionner d'ailleurs. Alors, c'est tout l'enjeu de ces débats à l'heure actuelle. Alors, il y a des tractations. Il faut savoir que c'est un projet qui a été déjà annoncé à l'été 2024, puis qui avait été repoussé à de multiples reprises, qui est sorti un peu dans sa version 1 et soumis aux commentaires des industriels au niveau de la fin du printemps, début été 2025. Donc, on est encore sur quelque chose qui est en cours de maturation. Première étape, en tout cas. Première étape. Le Space Act. Exactement. Merci, Numa Isnar, d'avoir pris le temps de venir débriefer l'actualité spatiale avec nous. On enchaîne, quant à nous, avec le Space Talk sur Bismart. Bienvenue dans le Space Talk. Demain, l'InSpace Computing s'installe en orbite. Pour en parler en plateau autour de la table, François Buffenoir, directeur technique de Way4Space. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. En face de vous, François Alter, conseiller du président et du directeur général du CNES. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau. Et puis à distance avec nous, André Lezekrug, Pietri, président de JEDI. Bonjour André. Bonjour Cécilia, bonjour à tous. Bienvenue dans ce talk. Alors la start-up StarCloud, c'est l'actualité qui nous mène à ce sujet aujourd'hui, vient d'envoyer un premier prototype dans l'espace avec SpaceX. Un premier pas vers une technologie de cloud computing en orbite terrestre. François Buffenoir. C'est même la grosse actualité. Il y a aussi le Three Body Constellation, les Chinois qui ont envoyé aussi quelques exemplaires au mois de mai de premiers prototypes data center en orbite. Et pas plus tard que hier ou ce matin, avec le décalage des États-Unis, Musk en personne qui a annoncé qu'il allait se lancer dans les data centers orbitaux avec SpaceX. Donc c'est le sujet chaud. Ouais, moi, je rajouterais aussi une chose, c'est qu'il y a déjà énormément finalement de puces, notamment on parle de GPU, donc qui font de l'IA. Enfin, c'est vraiment les puces qui sont à la base de l'IA qui tournent déjà. Et bien entendu, c'est déjà SpaceX qui a le plus finalement ce type d'infrastructure de computing. Pour l'instant, ils les utilisent uniquement pour Starlink, pour faire des télécoms. Mais du coup, effectivement, il ne faut pas imaginer que les choses démarrent maintenant. En fait, ça a démarré il y a déjà une dizaine d'années. Ce n'est pas un sujet nouveau, André Lezekrug-Pietri. C'est déjà des sujets que vous abordiez au cœur de JEDI, j'imagine, dans ce genre de technologie. On dit de prospective, mais bon, si je comprends bien, elle est déjà là.
Oui, alors nous, on finance des programmes de recherche technologique, mais effectivement, il y a à peu près 2 ans, on avait déjà identifié ce sujet, pour 2 raisons principales, hein. C'est ça qui drive. D'abord, le sujet, de la consommation énergétique des data centers qui devient un vrai enjeu quasiment politique, puisqu'on va de plus en plus avoir à faire des choix entre mettre des data centers ou bien fournir l'électricité aux industries, aux populations et cetera. On voit que ces choix commencent à se poser et la 2e chose, c'est l'utilisation, de plus en plus importante des constellations. Juste pour rappel, on parle beaucoup de Starlink. Starlink a pour ambition de passer de 8 000 satellites comme aujourd'hui, enfin un peu moins entre 7 et 8 000, à près de 30 000 s'ils vont jusqu'au bout de leur plan. Et il y a Kuiper, la constellation de Bezos, et beaucoup d'autres qui sont en train de OneWeb, qu'il ne faut pas oublier chez nous, Eutelsat OneWeb, chez nous en Europe. Et tout ça va en fait mettre de plus en plus de données captées de l'espace, d'observation, de communication, etc. Et comme en plus les orbites ont plutôt tendance à baisser, on va vers le Very Low Earth Orbit, c'est-à-dire que le temps de repassage devant une station de base où on renvoie tous ces éléments va être de plus en plus court. Donc, au lieu de balancer des masses de données, vient l'idée de traiter une partie de ces données dans l'espace. Et alors, de quelle techno on parle précisément, François ? Effectivement, c'est extrêmement sauvage. Je rebondis parce que souvent, on a l'impression que ce qui limite dans l'espace, c'est la place physique disponible. En fait, ce qui limite plutôt, c'est la bande passante. Hein. C'est effectivement les communications entre le sol et l'espace. Et comme vient de le dire André, de faire du traitement in situ, ce qu'on appelle le edge computing, d'avoir des capacités de calcul dans l'espace, et peut-être on en discutera, parce que le premier avantage du data center, enfin de l'intelligence artificielle en orbite, c'est faire ce qu'on appelle du space to space. Le fait de pré-traiter, d'avoir du traitement en orbite, permet aussi de limiter, d'optimiser finalement les bandes passantes qui sont bien précieux. Alors, de quelle techno on parle, hein ? Je repose ma question, mais parce que c'est bien aussi d'éclaircir le sujet pour les gens qui nous regardent. Quand on dit data center dans l'espace. Oui, en fait, c'est un terme effectivement générique, c'est du computing en orbite globalement. On a en fait différents types comme dans les data centers, même d'ailleurs comme dans un téléphone portable maintenant, on a des CPU, des GPU, des TPU, des NPU, en fait des puces qui vont être spécialisées, pour certains domaines d'activité. Alors, ce qui est le hot topic actuel, c'est effectivement le mouvement vers l'IA qui augmente de façon phénoménale, en fait, les besoins de calcul. À chaque fois qu'on utilise un chat GPT, par exemple, par rapport à une recherche Google, on va consommer 10, 20, 100 fois plus, finalement, de puissance de calcul brute pour arriver à une réponse. Donc, c'est vrai que ça, c'est la rupture. Derrière, il y a toute une course technologique pour inventer des nouvelles puces, à chaque fois qui sont en fait de plus en plus spécialisés parce qu'il y a un marché, il y a des besoins, et qui sont de plus en plus spécialisés pour certaines tâches. Donc par exemple les NPU, Neural Processor Unit, elles vont être vraiment dédiées à faire de l'inférence, ce qu'on appelle l'inférence de l'IA, pour pouvoir répondre rapidement avec peu de consommation énergétique aux questions qu'on peut se poser, aux traitements qu'on peut avoir pour fabriquer une nouvelle image à partir de texte, nouveau texte à partir de texte, etc. Alors, pour concentrer cette technologie en orbite terrestre, ça demande aussi de répondre à quelques contraintes, et elles sont pas négligeables. Parce que ce qu'on appelle data center, quand on parle de l'IA en général, ce sont des bâtiments énormes, c'est beaucoup de GPU en parallèle, qui fonctionnent en parallèle. Et effectivement, si on est à court terme, 5-10 ans, on ne peut pas imaginer avoir un bâtiment entier en orbite. Aujourd'hui, ce qui est plutôt envisagé dans un premier temps, c'est plutôt un cluster d'IA, effectivement, d'avoir des GPU qui sont sur chacun des satellites. Effectivement, aujourd'hui, si on veut mettre à poste une constellation de plusieurs satellites équipés de GPU, André l'a dit, SpaceX, en 2025, ils ont mis 3000 satellites en une seule année. Donc, vous voyez, ça peut être très vite. Mais on va plutôt avoir ce qu'on appelle un cluster, plutôt que des gros centres de calcul, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour un premier temps, on voit plutôt une utilisation complémentaire de l'entraînement des modèles qui demande à ce que beaucoup de puces de manière massive sera plutôt sur Terre, j'imagine, et ce sera une utilisation un peu différente dans un premier temps. Donc, c'est pas la peine de régler le problème technique tout de suite, c'est ça que plus tard, les problèmes techniques en orbite, ils sont connus, c'est la thermique. On a l'impression qu'il fait froid dans l'espace, mais en fait, comme il n'y a rien, il n'y a pas de convection.
Il y a de la réactivité, mais à l'inverse, il n'y a pas d'humidité. L'humidité qui est un problème pour l'informatique n'existe pas dans l'espace. Et il y a surtout le thermique. Si on parle de data center en orbite, le plus gros problème, c'est ça. Un GPU, c'est 700 watts, 1 mètre carré de panneau solaire. Si on en met 10 000, voilà, ça fait... André expliquait que la problématique, c'était une problématique énergétique et que la question, c'était qu'on n'avait pas assez d'énergie sur Terre pour aller s'occuper et qu'on était obligé d'aller dans l'espace pour ça. Bon, moi, j'ai un avis un peu inverse, entre guillemets, dans le sens où, si on regarde globalement le besoin énergétique pour mettre des choses en orbite, à l'heure actuelle, on dépasse assez largement finalement la consommation énergétique d'un data center sur Terre, puisqu'il faut envoyer, etc. Pour le moment, avec les technologies actuelles. C'est-à-dire qu'il faudra attendre encore 2 versions de Starship, globalement, pour arriver à quelque chose qui soit efficace, puisque finalement, pour envoyer en orbite une masse, il faut beaucoup d'ergols, il faut beaucoup de... Finalement, et donc, c'est finalement des choses qu'on aurait pu consommer sur place pour... on aurait brûlé, si on avait brûlé ça sur Terre, on aurait pu faire de l'électricité, quoi. Donc, l'enjeu environnemental, pas forcément... il n'est pas court terme. Le plus présent dans ce choix de se tourner vers... il est donné comme... un peu comme justification, mais à mon avis, il n'est pas court terme. Sur du long terme, oui, probablement, mais sur du court terme, je dirais entre 5-10 ans, à mon avis, c'est pas... voilà, on a du travail. Le deuxième argument qui est donné aussi, c'est la thermique, en disant les data centers terrestres, il faut absolument... il faut les refroidir, c'est compliqué, etc. Et finalement, dans l'espace, on a du froid à volonté, on a 3 degrés Kelvin, donc très, 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 très froid. Enfin, c'est proche du zéro absolu, donc voilà. Donc, mais en fait, on ne se rend pas compte que la difficulté, c'est que dans l'espace, on a du mal à finalement évacuer la chaleur, parce que tout se fait par rayonnement, pas par convection, c'est-à-dire on ne peut pas souffler, il n'y a pas d'air, et on voit, tous ces systèmes-là ne fonctionnent pas. Donc du coup, on a un vrai problème, qui est un problème aussi technologique derrière, et il faut développer des systèmes qui sont nouveaux, et qui, pour le moment, ne sont pas matures. Donc, j'avais regardé là, pour préparer un peu, effectivement, le H100 de NVIDIA, il lui faudrait 1 mètre carré de radiateur. Donc, si vous en mettez plusieurs, voilà, multiplication. Mais après, il y a des travails sur des puces qui consomment moins, il y a des travails sur des... Bon, après, les lois de ce qu'on appelle le Stefan Boltzmann, elles existent, on ne pourra pas dépasser la physique, mais on peut améliorer la consommation des GPU ou NPU, je sais pas, et puis faire des panneaux solaires plus efficaces. Mais il y a quand même, voilà, effectivement, je suis d'accord, c'est bien la thermique qui... Mais alors, on parle de quels services, de quels usages et de quel marché, André Lezecruc-Pietri? Oui, alors si je peux juste revenir sur les sujets technologiques, Cécilia vous demandait, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, en entendant la discussion, on voit bien à quel point ce sujet des data centers dans l'espace peut être une fabuleuse plateforme d'expérimentation du coup d'après. Et pourquoi nous, on s'y intéresse? Parce que je pense qu'aujourd'hui, concourir en frontal avec les technologies existantes, notamment des Américains, c'est compliqué, mais il nous faut en permanence, surtout vu de la France ou vu de l'Europe, penser au coup d'après. Et effectivement, à un moment, les courbes vont se croiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet de la dissipation de la chaleur est un énorme problème technologique. Le sujet qui n'a pas été abordé des radiations, on en a un peu entendu parler avec les Airbus A320, là, qui ont été, les 6000 Airbus qui ont été quelques heures pour certains, quelques jours pour d'autres, cloués au sol, puisqu'on est dans un environnement hostile où les cartes électroniques sont soumises aux radiations du vent solaire qui est extrêmement nuisible. Donc il faut aussi trouver des manières soit de durcir physiquement, soit de durcir par des algorithmes en mettant du contrôle d'erreur. Il y a le sujet des communications, c'est-à-dire soit on fait un énorme data center, soit on utilise en grappe les satellites existants et en fait on utilise, on pool de la ressource déjà existante, mais ça veut dire qu'il va falloir des communications laser ou autres entre les différents satellites. Il va falloir probablement également des nouveaux algorithmes pour comprimer
même si on arrive à traiter dans l'espace. Enfin bon, en tout cas, c'est un champ de R&D absolument énorme. Oui, et c'est typiquement un projet moonshot, un peu à l'image du programme Apollo, qui a permis quand même aux États-Unis, dans beaucoup de domaines technologiques, de reprendre la main parce que, en fait, il y avait une plateforme qui concentrait des dizaines et des dizaines de défis techniques. Donc, mais alors, vous voulez dire peut-être... C'est typiquement un sujet sur lequel les Européens doivent être engagés. C'est ce que j'allais dire. Alors, si on en croit votre casquette, ce que vous êtes en train de dire, finalement, le discours sous-jacent que vous avez, c'est que c'est l'opportunité pour l'Europe d'arriver en concurrent sur le marché ? Oui, alors c'est à nouveau, il faut viser 5 à 10 ans. Donc la vraie question, c'est est-ce que nos démocraties sont capables de se projeter à cette distance-là ? Mais on voit bien aujourd'hui que quand le principal acteur du cloud européen a moins de 1% de part de marché mondial, ça va être très difficile de concourir en frontal par rapport aux AWS, au Google Cloud. Donc c'est peut-être une opportunité de faire un grand pari qui puisse à la fois accélérer certaines ruptures technologiques et nous permettre de reprendre l'avantage. Je compare ça avec un autre sujet sur lequel beaucoup d'acteurs ont été très dubitatifs pendant longtemps, qui est le sujet des télécommunications spatiales. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à long terme, la courbe de la latence et surtout du débit venant de l'espace va augmenter, donc va devenir compétitif avec la fibre. Par contre, le coût, à un moment, va diminuer parce que la fibre aura toujours le coût de la connexion, du dernier kilomètre, etc. Et quand vous aurez 30 000 satellites, on peut se poser la question. Donc à nouveau, c'est le sujet où effectivement, si on pense 5 ou 10 ans, il y a des points de bascule. Et peut-être dernier point, François le disait, et je le confirme et je l'accentue, c'est que quand Starship sera capable, tous les 3 mois et à un moment toutes les 2 semaines, c'est ça l'objectif de Musk, d'envoyer 100 tonnes dans l'espace, je pense qu'on n'a pas aujourd'hui pris conscience que ce qui était l'alpha et l'oméga de l'espace, c'est-à-dire un espace confiné sous la coiffe d'une fusée Ariane et un poids optimisé parce que chaque kilo coûtait des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros à mettre dans l'orbite, en fait, tout ce paradigme va complètement basculer. Et le poids jouera beaucoup moins un rôle qu'il le jouait aujourd'hui. Et dernière chose, on va avoir de plus en plus des data centers qui seront les éoliennes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde voudra utiliser son cloud, mais personne ne voudrait avoir de data center dans sa proximité immédiate. François Buffet-Noir. Très rapidement, je suis bien d'accord que ça va à court terme être des sources de financement pour la R&D, en matériaux, en optique, en liaison sol-espace et choses comme ça. Mais par contre, au niveau du marché, il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que, surtout côté américain, et dans la tête d'un Jeff Bezos, c'est une vision plutôt de enabler. Enfin, Bezos, il le dit souvent, c'est pas Amazon qui l'a rendu riche, c'est parce que quand il y avait Amazon, il y avait Internet pour que les gens commandent chez eux, et il y avait la poste américaine qui amène les colis dans les boîtes aux lettres. Donc cette vision de dire, je vais équiper l'espace de data center, c'est une infrastructure, et c'est un enabler. Et le marché va naître, ça va être utilisé. Ouais, en fait, si on regarde un petit peu le marché, il y a des choses qui sont avérées, d'autres qui le sont moins, etc. Mais bon, le principal marché, finalement, je dirais un peu court terme sur ces sujets-là, va être du space to space, parce qu'on a un besoin, notamment en matière d'observation de la Terre. On a déjà des centaines de satellites qui vont devenir des milliers de satellites, et on va en plus augmenter les débits nécessaires en fait pour collecter toute cette donnée, les traiter, etc. Et donc le choix, en fait, pour quelqu'un qui fait de l'observation de la Terre, qui veut faire un satellite, c'est soit d'avoir un satellite qui fait tout, c'est-à-dire qui va prendre la photo, qui va la traiter, qui va faire les télécoms, etc., soit de passer à un mode qu'on voit sur Terre, qui est un mode plus désagrégé, où on a le fournisseur d'électricité, le fournisseur de télécommunications, et celui qui fait le cloud. Et donc la question qui va se poser, et moi à mon avis qui est très structurant pour le spatial, c'est est-ce qu'on va vers ce modèle, effectivement, que tu décrivais, qui est un peu la vision de Bezos, mais aussi qui est en train d'être mise en place côté SpaceX, puisqu'il propose à des opérateurs satellitaires de se connecter directement
à Starlink comme un backbone finalement télécom, avec des liens optiques, etc. Et donc la question qui va se poser, c'est celle-ci. Et donc si on est dans ce mode-là, les data centers... Space, c'est prometteur. C'est prometteur. Hors de là, non. Non, mais c'est prometteur, mais c'est un marché qui est relativement, je dirais, un peu, je ne vais pas dire certain, mais avec... voilà. Après, il y a un deuxième marché qui est effectivement le Earth to Space et Space to Earth, où là, on va être un peu comme, je dirais, le spatial en général, c'est-à-dire un marché qui reste niche pour un certain nombre d'usages. Et le premier marché, il va être assez simple aussi, on peut se dire, c'est dire, voilà, ceux qui sont déjà connectés au travers, par exemple, de Starlink ou d'autres opérateurs télécoms satellitaires, ils demanderont d'avoir du compute en plus pour leurs activités, parce que ça peut avoir un intérêt de faire ce qu'on appelle du edge computing, plutôt que la donnée monte, redescendent sur Terre à un data center, reviennent et on a l'information, donc on voit tout le trajet, en fait on monte, là on a le compute qui est fait, et puis on redescend. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement, qui peut être extrêmement intéressant. Ça peut faire gagner du temps et de l'argent. Ça peut faire gagner du temps et de l'argent. On imagine... Et ce qu'on appelle les connexions simultanées, quand je parle en cluster, effectivement, comme ils sont éloignés, aujourd'hui même, dans les gros data centers sur Terre, la distance entre deux GPU est importante. Et dans l'espace, et d'ailleurs, il y a un projet de Google où j'ai vu où ils veulent faire voler les data centers à 200 mètres l'un de l'autre. C'est ça. Il y a un projet de Google, effectivement. Alors, il y a les géants de la tech qui voler à 200 mètres l'un de l'autre en espace, c'est quand même c'est ambitieux. Ça paraît très ambitieux, ça c'est clair. Mais alors, vous l'avez dit, il y a Google, donc ces projets des géants de la tech, Nvidia qui est déjà dans le sujet. Google, c'est R&D, c'est Google Research, c'est des papiers. Mais c'est un signe d'intérêt. On parle de recherche et développement pour l'instant. On parle de financer de la technologie, d'aller chercher. En cluster, là, effectivement, ça peut faire plein de requêtes en simultané de gens qui utiliseront, effectivement, en plus de leur abonnement Starlink ou Amazon Leo, ces capacités. On a ces deux marchés-là, et puis il y a un troisième marché qui est, je dirais, de marché où c'est des gens qui vont se dire j'ai un intérêt à faire du compute en orbite ou du stockage de données. Par exemple, ne serait-ce que pour s'assurer, ça peut être assez commode pour quelqu'un de se dire voilà, moi j'ai mon stockage de données sur place et j'ai un truc en orbite qui est pas forcément, qui va être justement contrôlé ou pas contrôlé par les États ou autres, etc. Donc il y a des questions juridiques derrière ça, extrêmement importantes, qui sont pas encore, je dirais. Non, c'est souvent l'étape d'après. Mais voilà. Et donc là, on a tous les gens qui font des bitcoins, on a tout cet écosystème qui peut être intéressant. Est-ce que ça va être une question? On parle d'aller... Oui, ça fait partie du sujet. Non, mais ça fait partie du sujet. On parle déjà d'espionnage des satellites. Alors, si on peut aller saisir des millions de données... des connexions, oui, bien sûr. Oui, mais il y a un gros avantage, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'accès physique, typiquement. Donc, ce serait un avantage. Donc, c'est un avantage et un désavantage aussi, puisque... pas de maintenance. La maintenance est plus difficile. Bien sûr, bien sûr. Et les nouveaux entrants, c'est possible? Est-ce que ça peut représenter, André Lezecruc-Pietri, peut-être vous avez un avis là-dessus, un marché pour des nouveaux entrants qui se diraient tiens, l'InSpace, ça pourrait ouvrir la voie du computing pour les acteurs du digital ou des startups? Oui, alors nous, on a très vite, il y a quelques années, considéré l'espace comme en fait une prolongation de l'infrastructure digitale sur Terre. Et de plus en plus, on voit avec ce sujet-là que c'est le cas. Donc, il y a à la fois des acteurs, on parle à l'instant de la sécurité, il y a effectivement l'aspect intrusion. Il faut aussi pas oublier que les parties aujourd'hui les plus fragiles dans un système spatial, c'est souvent, pas toujours, mais les stations au sol. La liaison qui récupère la liaison de la donnée, c'est souvent celle qui est parfois visée par des actions malveillantes. Alors, c'est pas le plus médiatique. En général, on parle d'espionnage dans l'espace, André Lezecruc. Exactement. Et c'est un peu comme... Vous savez, c'est un peu comme les câbles sous-marins. On parle souvent du sous-marin qui va se plugger au fin fond des océans. Mais en fait, le sujet le plus sensible, c'est là où les câbles arrivent sur Terre, qui sont souvent des espèces de bâtiments un petit peu anonymes où les câbles ensuite se connectent au réseau physique. Bon, donc il y a des entrants évidemment dans le domaine de la sécurité. J'entendais sur Google, alors il y a eu une nouvelle qui est passée un petit peu inaperçue, mais Planet, qui est une assez grande constellation d'observation de la Terre, qui est très active, notamment en Ukraine.
vient de s'associer avec Google justement sur ce sujet des data centers dans l'espace. Donc c'est peut-être également une nouvelle activité pour tous ceux qui opèrent des satellites, puisqu'ils ont déjà une partie de l'infrastructure Mais vous avez tout sur dit, place. c'est une question d'échelle, on parle d'acteurs déjà implantés, Ah oui, on ne peut pas parler de nouveaux acteurs qui bénéficiaient avec la démocratisation. Nvidia, donc c'est un nouvel acteur du spatial, mais c'est Oui. quelqu'un qui Ouais, est bien connu. il y a juste un truc qu'il faut avoir en tête sur les data centers en orbite, c'est qu'on ne peut pas être économiquement viable sur ces sujets-là sans en fait quelque chose de massif. Massif, pourquoi ? Parce que si on veut attaquer le marché terrestre, entre guillemets, parce que le coût global pour spatialiser des solutions, etc., quand même, ça coûte assez cher. Et donc, il faut avoir des solutions low cost pour y arriver. Et pour avoir des solutions low cost, il faut industrialiser. Donc, industrialiser, ça veut dire envoyer plusieurs milliers de satellites, etc., etc. Et ça, en plus, si on veut se comparer au terrestre, la réalité, c'est qu'il faut des tonnes en orbite, ne serait-ce que pour faire des panneaux solaires. Et parce que on a l'impression que c'est beaucoup, effectivement, que 100 tonnes, c'est beaucoup, mais en fait, avec ça, on fait, on va pas faire un gigawatt, on va faire quelques mégawatts. Ce qui n'est la notion d'échelle est très importante. Voilà, la notion d'échelle extrêmement importante. Et c'est pour ça que, effectivement, des nouveaux entrants, oui, mais très vite, il faut des financements qui sont très importants. Et donc là, on a un sujet pour l'Europe. On pourra avoir... On sait que ce n'est pas le point fort de l'Europe pour l'instant. C'est pas le point fort de l'Europe. Voilà. Alors, sujet à débattre peut-être dans une prochaine émission, messieurs. On est obligé de conclure pour ce Space Talk. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps de participer à cet échange. On enchaîne quant à nous avec notre dernière séquence sur Bismart. C'est l'heure de votre séquence espace durable sur Bismart, une séquence dédiée aux acteurs qui fournissent des solutions innovantes au service de la Terre grâce aux données satellites. Alors ces projets ils sont amorcés par le Space for Climate Observatory, une alliance internationale qui catalyse des solutions concrètes d'adaptation au changement climatique. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment vérifier efficacement, à grande échelle, la séquestration réelle du carbone dans des écosystèmes dynamiques, c'est-à-dire concrètement des forêts ou encore des savanes. Alors c'est la question qu'on va poser à notre invité qui est à distance aujourd'hui, Antoine Lefebvre, CIO de Kermap. Bonjour Antoine. Bonjour Cécilia. Bienvenue dans l'émission Smart Space. On va découvrir le projet Carbospace ensemble. C'est le projet qui vous lie au SCO et qui doit démarrer dans quelques mois. Mais d'abord, peut-être que vous pouvez nous parler de votre techno, Nimbo, qui en fait est au cœur de ce projet avec le SCO. Oui, bien sûr. Donc Nimbo, qu'est-ce que c'est ? Nimbo, c'est avant tout une plateforme qui transforme les données satellites en un produit immédiatement exploitable par les entreprises, les institutions publiques, mais aussi les ONG. On produit chaque mois une image nette et homogène de toute la planète issue de satellites Copernicus et entièrement nettoyée des nuages. Et ça, c'est toujours à jour. Avec Nimbo, en fait, nous, on a une ambition qui est simple, c'est rendre l'information géospatiale aussi accessible qu'un fond de carte Google Maps, mais en fait avec la fraîcheur, la transparence nécessaire pour pouvoir suivre l'évolution des territoires sur des thématiques allant de l'agriculture à la forêt, et tout ça dans un cadre professionnel. Ok, alors le projet il s'appelle Carbospace, dans lequel on retrouve l'outil dont vous avez parlé. Concrètement, Carbospace, c'est quoi ? Quel est son objectif et comment ça se présente ? Oui, alors Carbospace, comme vous l'avez dit, c'est un projet qui est soutenu par le CNES dans le cadre du SCO, le Space Climate Observatory. L'objectif, c'est d'utiliser des données satellites combinées à notre technologie Nimbo pour suivre et auditer de manière indépendante les projets de compensation carbone. Alors en fait, aujourd'hui, il faut savoir que sur les marchés des crédits carbone, il y a encore un manque d'outils de vérification fiables qui sont capables de passer en fait à l'échelle. Et nous, on apporte une solution qui est simple. C'est un système qui montre mois après mois ce qui se passe réellement sur le terrain, mais aussi de revenir dans le temps et d'avoir en fait pour but d'aider les auditeurs, mais aussi les financeurs à prendre des décisions sur des bases robustes et transparentes, qui est du coup soutenu par l'imagerie satellite. Alors, moi j'ai besoin de comprendre à qui ça s'adresse ce projet Carbospace précisément.
Alors aujourd'hui, le projet Carbospace, ça s'intéresse principalement en fait aux auditeurs et aux financeurs de projets carbone. Aujourd'hui, il y a des auditeurs qui ont directement en fait toutes les compétences pour suivre en fait dans le temps les projets de régénération végétale. Mais il faut savoir que l'ensemble en fait ces projets se situent des fois dans des zones très isolées, sur de très vastes territoires, et ils ont besoin en fait d'outils type satellite pour pouvoir en fait les suivre à distance. Et en fait, ce travail de suivi à distance par l'imagerie satellite est simplifié par notre intervention grâce en fait à la brique Nimbo. Et alors, votre terrain d'expertise pour l'instant, c'est l'Australie, c'est ça? En tout cas, c'est ce qui est prévu dans le cadre de ce projet qui doit démarrer dans quelques semaines, qui n'a pas encore démarré. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi en fait du coup l'Australie? Nous, on a 3 raisons principales pour lesquelles on s'est intéressé à cela. Déjà, c'est le marché. Le marché australien du carbone est un des plus avancés du monde. Deuxièmement, la taille du territoire et le caractère en fait isolé de certaines zones qui rendent l'usage du spatial vraiment compliqué pour suivre les enjeux environnementaux sur ce pays-là. Et on a vraiment besoin de vraies capacités pour passer à l'échelle. Et aussi, dernier point, c'est qu'on a un partenaire sur place. C'est la société Carbon Intel. C'est un auditeur qui est reconnu et avec qui on développe en fait cet outil. Cela nous permet en fait d'ancrer directement Carbospace dans des besoins qui sont réels, directement opérationnels avec le terrain. Et alors, vous travaillez avec 2 universités. Vous allez en tout cas démarrer ce projet avec 2 universités. Pourquoi? Et quels sont leurs rôles? Je crois qu'il y en a une en France et une en Angleterre. Tout à fait. On travaille notamment avec l'université de Rennes sur la partie en fait technique, puisque ce que l'on va faire dans Carbospace, c'est à la fois d'ajouter, d'utiliser Nimbo, mais d'ajouter aussi des briques technologiques qui vont calculer des indicateurs liés en fait au suivi de la compensation carbone. Donc il va falloir ajouter des indicateurs de suivi de végétation, de suivi en fait de zones brûlées. Et c'est vraiment en fait ce que va apporter l'université de Rennes, ça va être de valider ces indicateurs avec nous. Et sur l'université qui est située du coup en Australie, elle va vraiment nous apporter de la validation sur les données de terrain, puisque l'Australie, ce n'est pas à côté. On a besoin en fait aussi de relever de terrain. On l'a via aussi Carbon Intel, mais en fait l'ensemble de ces données de validation vont pouvoir en fait prouver que en fait l'ensemble des données fournies sont fiables. Alors vous, ça fait déjà un petit moment que vous travaillez avec les données satellitaires, puisque vous avez déjà une solution, un service commercialisé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on mesure à leur juste valeur ces données satellites? Est-ce qu'on les utilise à leur juste valeur, les données satellites? En fait, aujourd'hui, la donnée spatiale, elle existe, elle est de plus en plus riche, et en fait, aujourd'hui, elle est même souvent gratuite. Ce que je pense, c'est que ce qui manque, ce n'est pas la donnée, mais c'est la capacité à l'exploiter facilement, régulièrement et de manière fiable dans des processus métiers, comme ici dans la compensation carbone. Moi, je vois vraiment 3 choses. C'est donc l'accessibilité à la donnée. Il faut rendre ces données simples et directement faciles à intégrer dans des domaines où il n'y a pas cette expertise. C'est le cas en fait dans le cadre en fait de Carbospace. Il y a aussi la continuité temporelle. Parce que en fait, souvent, l'imagerie satellite se limite en fait à l'analyse de l'image ponctuelle. Nous, ce qu'on apporte avec Nimbo, c'est vraiment le suivi mensuel et aussi la traçabilité. C'est en fait vraiment de savoir qu'est-ce qu'on a sur une image, quand est-ce qu'elle a été prise, et de savoir ce qu'elle montre réellement et quel niveau de confiance on peut lui accorder. Merci beaucoup Antoine Lefebvre, CEO de Kermap, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions dans cette séquence Espace Durable. C'est la fin de cette émission. On se retrouve sur Bismart le mois prochain pour votre rendez-vous dédié au secteur spatial. Merci beaucoup.